Hors limite, le festival des bibliothèques de Seine-Saint-Denis. Je ne rencontre plus d'obstacles. Hors limite, Mon succès va grandissant. hors limite, le festival des bibliothèques de Seine-Saint-Denis. La chance me sourit. Hors limite. Bien, bonsoir. Alors, je vais vous emmener au Japon, si on peut dire. Donc, je suis allé au Japon relativement âgé, parce que j'avais très peur. Je me disais, il doit y avoir beaucoup de bruit, il doit y avoir des tas de camions, des tas de toutes choses comme ça, c'est impossible. Et donc, j'ai hésité longtemps avant d'y aller. Et finalement, j'y suis allé et puis j'y suis revenu pas mal de fois. Alors, quand je dis le Japon, hein, le Japon, c'est grand. Alors, je suis allé surtout à Tokyo. Et Tokyo, c'est grand. Donc, je n'ai pas vraiment la mesure de Tokyo. Hein. Donc, je ne suis pas capable d'aller 15 jours ou 3 semaines ou un mois à Tokyo et vous dire ce que c'est. Voilà. Je vois des choses. Alors, je les vois d'une certaine manière, c'est-à-dire que j'emploie la stratégie qui a été définie par mon maître Raymond Queneau et ensuite par mon ami Georges Perec, qu'on peut appeler, c'est le titre du livre que j'ai publié, que les éditions Tripone viennent de republier dans une 3e version, et c'est Tokyo infraordinaire. Alors, l'infraordinaire, c'est quoi? Eh bien, vous promenez dans une ville, et vous regardez ce que vous voyez. Les gens, les trottoirs, les murs, les maisons, pas forcément les monuments, hein, les choses ordinaires. Les choses ordinaires et même très ordinaires. Voilà. Les chiens qu'on croise, enfin tout ça. Voilà. Donc, chaque fois que j'ai fait un voyage à Tokyo, j'ai pris des notes. Et puis au bout d'un moment, j'ai rassemblé ça en une sorte de compte-rendu de visite. Voilà. Compte-rendu de visite. Alors, la façon dont j'ai fait est la manière suivante. Au centre de Tokyo, il y a le palais impérial. Voilà, le palais impérial. Et autour du palais impérial, il y a une ligne qui en anglais s'appelle la Yamanote Line. Elle fait le tour du palais impérial. Donc le palais impérial, c'est le jaune d'œuf, et ça a une forme ovale, hein, c'est un grand ovale, et à l'intérieur de ça, vous avez un morceau de Tokyo, c'est un gros morceau, il tient à peu près 4-5 fois Paris, hein, mais c'est quand même peu par rapport à Tokyo. Mais moi, je ne suis pas sorti de l'autre côté parce que c'est vraiment trop grand. Hein. Alors, je travaille en marchant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? La ligne Yamanote qui fait le tour et qui est une ligne aérienne, hein, elle a des stations, il y en a 30. Alors, c'est très simple, je loge quelque part, je vais à la Yamanote très tôt le matin, je vais à une station, je prends le train, hein, une sorte de RER, hein, je prends le train, et je vais à la station suivante. Alors, je vais à la station suivante et je reviens à pied. Voilà, comme ça. Et donc, je coupe tout ce secteur de Tokyo, je le coupe en tranches. Et puis, je note ce que je vois. Voilà. Alors, j'accumule les notes et puis après, j'écris. Alors, donc, je vais vous lire des morceaux, parce qu'il y a des morceaux qui amènent une sorte qui invitent à une sorte de récit. En particulier, quand je vais à un endroit qui me paraît particulièrement intéressant. Ça peut être un jardin, ça peut être un temple, sauf que je ne vais pas beaucoup dans les temples, tout le monde y va, donc tout le monde a dit tout ce qu'il y avait à savoir sur les temples, donc je ne vais pas ajouter quelque chose moi, à ça, donc je ne fais pas ça tellement. En revanche, les jardins, c'est vraiment très intéressant. Et puis les jardins, c'est intéressant parce qu'il y a tous les écoliers qui visitent les jardins. Alors, très intéressant. Et c'était trop compliqué d'en faire qu'une seule maquette. Parce qu'il y avait tellement de possibles que je me suis dit, on ne peut pas se contenter de faire une seule chose. Donc on était allé voir un groupe de typographes
et on va arriver après à Tokyo, ne vous inquiétez pas, mais je leur dis, qu'est-ce que ça vous fait ce texte-là? Et moralité, ils avaient décidé, puisque c'était un texte, de faire une mise en page pour l'intérieur, mais comme il y avait 6 chants, ils en ont fait 6 couvertures. Donc ça a donné ça. 4, 5, 6. Toutes différentes. En fait, ils ont voulu montrer qu'il y avait 1000 manières de lire le livre et qu'on ne pouvait pas en faire une seule couverture. Alors ça, c'est ce que j'appelais moi la couve vintage, parce qu'il y avait un côté hommage à Raymond Queneau, Zazie, dans le métro, etc. Bon, donc il y avait celle-ci. Il y avait la couve British, parce que le lien avec le monde anglo-saxon chez Jacques est assez important. Il y avait la couverture un peu mateuse, voilà, analytique, parce qu'effectivement le texte était très structuré, parce qu'il y avait énormément de propositions. Il y avait la couve typo, donc ça c'est un garçon qui est fou des caractères au bois, et on avait découvert, mais c'était vraiment de l'intuition, c'est ça qui était étonnant, que Jacques est sans doute un des meilleurs connaisseurs de la typographie parmi les auteurs français. Ça c'est ce que j'appelle la couve Beaubourg, je ne vous explique pas pourquoi. Et puis il y avait la couve pour Mireille et Michel, les groupies. Il leur fallait enfin avoir une couverture avec la tête de Jaco. Voilà. Le gag, c'est que ça a tellement bien marché que les livres se sont épuisés. Et il y a eu un drame immense. C'est qu'au cours d'une des rencontres qu'on a organisées, un homme s'est levé, très noble d'ailleurs, très humble, disant « Votre texte est magnifique, monsieur Roubaud. » Je vous connais, vous avez déjà pris mon bus. Parce qu'en fait, c'était un chauffeur. Et c'était là qu'était l'erreur. C'est qu'en fait, c'était pas un chauffeur, c'était un machiniste. J'avais dit conducteur, moi. Eh bien, c'est une erreur profonde. Il faut dire machiniste pour l'autobus et il faut dire conducteur pour le métro. On ne peut pas dire machiniste pour le métro et on ne peut pas dire conducteur pour le... Alors, je me suis excusé platement. J'étais obligé de faire amende honorable et d'ajouter pour la nouvelle édition. Donc on a fait une 7e couverture. Voilà, et... Toujours pour les fans, c'était une version alternative de la même photo, avec donc une amende honorable, à la RATP. Je m'excuse auprès à la fois des conducteurs et des machinistes de m'être trompé. Hein. Et je termine en disant « Je me repens, je me repens, je me repens, et m'étant repenti, beaucoup mieux je me sens. » Mais arrive un autre problème, le lecteur fou. Vous avez tous rencontré ça, quelqu'un qui lit un texte comme personne ne les lit, et donc qui arrive à choper dans un... L'Ode à Ligne 29, c'est 2200 alexandrins grosso modo, il arrive à repérer l'erreur de métrique sur un vers, qui était très vicieux en plus parce que c'était des points de suspension. Mais comme il y a un système de rime alternée, il s'était dit, c'est pas possible, vous n'avez pas respecté la rime alternée. Donc on a fait une 8e édition. Voilà. On va en faire autrement. Et donc arrive Tokyo Infraordinaire et je me dis, merde, comment être à la hauteur? Parce que c'est encore plus fou comme texte. Non seulement on reprend le système de composition, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Jacques est un parenthéseur frénétique, c'est-à-dire que dès qu'il commence à parler de quelque chose, il ouvre une parenthèse qui lui fait penser à autre chose, donc il ouvre une parenthèse, dans la parenthèse de la parenthèse, il peut aller comme ça jusqu'à 9 niveaux de parenthèse. Quand on parle avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un an et on lui explique ce qui s'est passé, ben, il faut lui expliquer des choses qu'il ne sait pas. Donc on ouvre la parenthèse et là, évidemment, ça peut aller loin. Il y en a qui ne terminent jamais. Et donc quand même, comme il est très gentil, pour aider le lecteur, il a ce système des couleurs. C'est donc presque une composition musicale. Dès qu'il ouvre une parenthèse, il va à la ligne et il change de couleur avec un retrait. Et donc, même visuellement, on voit qu'il se passe un truc. Mais dans Tokyo, c'était encore tellement plus riche que pour aider encore plus le lecteur, il numérote. Donc, proposition numéro 1, il ouvre une parenthèse, ça fait la proposition 1.1. Et puis, une parenthèse dans la parenthèse, ça fait 1.1. Et puis, si elle se prolonge, ça fait 1.1.2, etc., etc. Quand on arrive sur une autre proposition, on ouvre la proposition 2 et c'est reparti pour un tour. Donc, il y avait encore plus de richesse à montrer. Et là, on a eu de la chance, parce que je publie un auteur dont je ne dirai pas son nom pour ne pas la mettre mal à l'aise, parce qu'elle est dans la salle, mais que j'avais publié, et que j'avais vu faire avec un collectif d'artistes un travail formidable sur l'Odyssée. Pour montrer la richesse de cette œuvre, ils avaient proposé à 48 artistes, si je me souviens bien, de travailler sur les 24 chants par binôme,
C'est-à-dire que chaque duo d'artistes lisait un des chants et en donnait sa sensibilité à travers une image. Jack Robo, c'était pour eux en fait. Et donc on a fait lire 1 an avant la parution Tokyo Infraordinaire à 20 artistes très différents, en leur disant, parce qu'il y avait 4 notamment passages qui étaient phares dans le livre et un peu plus narratifs, donc qui est la relation amoureuse avec la coccinelle, la visite du showroom dans Toto. Il y a un très beau passage où Jacques visite le Daimyo Club Museum. Sur les horloges des anciens, des shoguns anciens, qui avaient chacun leur manière, leurs horloges particulières, et ils réglaient le temps dans le territoire qui était le leur. C'est eux qui décidaient quand commençait le jour et se terminait. C'est un truc magnifique, c'est des très belles horloges. Et il y a un musée à Tokyo là. Donc, qui est dans aussi Tokyo Infraordinaire. Et puis il y a aussi de longues balades dans les jardins. Et donc, comme des commandos, ils ont travaillé par groupe de 5 sur chacun des thèmes. Et on est arrivé comme ça à 20 affiches imprimées en sérigraphie. En fait, le vernissage de l'exposition a lieu ici, puisque c'est la première fois qu'elles sont montrées au public, et qui sont un cadeau gigantesque parce qu'on voit en une seule seconde la diversité d'un texte. Parce que c'est tout simplement effrayant de voir comment une même œuvre lue par 20 personnes différentes peut donner en fait 20 images différentes. Voilà. Et j'avais pas les moyens de faire quand même 20 couvertures. Puis surtout, j'avais des libraires qui commençaient à vouloir ma peau. Parce qu'il commençait à y avoir des compétitions et des râleries à tout va. De libraires qui disaient mais moi c'est pas cette couverture là que je voudrais avoir, c'est celle-là. Donc il y avait une sorte de marché noir des couvertures qui s'était mis en place avec comme point névralgique la maison d'édition qui essayait de gérer les stocks comme elle pouvait. D'ailleurs pour info, vous avez de la chance, vous avez un très bon libraire quand même à Saint-Ouen, il a des couvertures qui sont épuisées et qui valent de l'or. Et même moi je lui en ai réservé quelques-unes parce que je ne les ai plus. Voilà. Donc on ne pouvait plus faire 20 couvertures, c'était trop dangereux par rapport aux libraires. Donc on a été sage, puisqu'il y avait 4 commandos de 5 graphistes, artistes. On s'est proposé de faire 4 couvertures différentes. Donc Toto, vous pouvez la voir, il est là. La coccinelle, alors il y a toujours des râleurs pour dire qu'une coccinelle, c'est pas bleu. Mais c'était la vision de l'artiste, je suis désolé, elle voyait la coccinelle avec des yeux bleus et des paupières rouges. La couverture jardin, la voici. Et celle que je préfère, je pense quand même, la Daimyo. Le temps. Voilà, le temps est là. Et là, j'ai été malin quand même, j'ai mis 4 ISBN différents, c'est-à-dire qu'il y a 4 codes barres différents, donc les libraires peuvent choisir et j'ai plus rien à faire. Voilà. Mais sauf qu'elles vont s'épuiser encore plus vite du coup parce qu'il y a une espèce de compétition. C'est un peu comme les courses hippiques. La coccinelle est partie très très fort. Elle s'est faite dépasser par les jardins. Et en ce moment, c'est Toto qui revient en force. Voilà. Le temps, ça intéresse moins les gens. Daimyo, elle est assez lente. Ce qui me fait plaisir parce que c'est celle que je préfère. Du coup, j'ai l'impression d'avoir un rapport plus privilégié à elle. Donc voilà, publier Jacques Robo, c'est vraiment un bonheur immense. Et en même temps, c'est quand même assez périlleux parce que là où traditionnellement, quand vous travaillez sur un livre, en gros, vous avez affaire à un auteur et un imprimeur. Là, on se retrouve à 50 personnes à chaque fois pour le projet. Parce qu'en plus, sur l'Ode à la ligne 29, il y avait un compositeur qui avait travaillé, qui a fait un peu peur d'ailleurs aux machinistes de la ligne 29 parce qu'il est allé dans les bus pour choper des sons avec son appareil. Il leur demandait d'éteindre le moteur, de le rallumer. Enfin, il y a eu un photographe qui a fait toute la ligne à pied, il y a eu un metteur en scène, un glacier allé à la place Daumesnil, dans le 12e arrondissement, qui faisait partie du trajet de la ligne 29. Il y a un très très bon glacier qui a inventé une coupe ligne 29 en hommage à Jacques Robo. Voilà. Donc c'est toujours des projets périlleux, mais c'est de l'infraordinaire. Quand vous laissez les choses à leur place et que vous les mettez en interaction avec vous-même, il se passe souvent beaucoup plus de choses que si vous regardez le Panthéon et que vous pensez aux gens qui sont à l'intérieur. C'est la grande leçon quand même que moi j'ai apprise avec Jacques Robo. Et c'est pour un auteur, c'est une expérience unique parce que j'ai publié plusieurs livres aux éditions Gallimard de la poésie et aussi plusieurs livres aux éditions du Seuil, dont 2 grands éditeurs. Mais bon, ce qui se passe, même si c'est très bien fait, bien imprimé et tout ça, on a
on n'a pas de rapport réel avec les gens qui vont faire le livre. Hein. On amène le texte. Les premiers livres que j'ai publiés chez Gallimard étaient manuscrits. Hein. Ça a changé très vite. Bon, mais bon, le texte étant donné, après, bon, il n'y a plus rien. On va corriger les épreuves, et encore maintenant, il y en a de moins en moins, les épreuves. Mais il n'y a pas du tout de lien entre ceux qui font effectivement le travail, qui fabriquent réellement le livre, et le texte. Or, le texte, il n'existe pas dans le ciel tout seul. Hein. S'il devient livre, on doit tenir compte de tous ceux qui ont travaillé sur le livre. C'est dans cet esprit, par exemple, que j'ai travaillé avec un artiste qui s'appelle Christian Boltanski. C'était une commande du Louvre. Et donc, ils ont demandé qu'on fasse un livre. Et on a fait un livre qui s'appelle Les habitants du Louvre. Et les habitants du Louvre, c'est les artistes exposés au Louvre, et c'est aussi ceux qui travaillent au Louvre. Alors on a composé des projets d'exposition imaginaire dans lesquels certains artistes qui ont des noms qui satisfont à certaines contraintes, par exemple qui ne contiennent pas de E, eh bien l'exposition rassemblera ces artistes-là, et elle sera faite par les gens qui travaillent au Louvre et qui ont les mêmes conditions. Ça serait des vraies expositions bien motivées. Vous voyez, bon, c'est un peu ça. C'est un peu le même principe, et rare. Hein. Mais c'est une expérience troublante. Moi, en fait, mon expérience fondatrice, je me demande si j'en avais pas parlé justement ici, la fois où on avait fait une rencontre avec Jacques Abeille, ça avait été un travail de réédition d'un texte d'Alfred Jarry que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Surmal. Et c'était ma période un peu où j'avais du temps libre. Et j'avais pris le temps de relire toutes les éditions, depuis l'édition originale de 1903, du Surmal d'Alfred Jarry. Et c'était une histoire assez étrange d'ailleurs, parce que c'est un des textes les plus méconnus de la littérature française du XXe. Mais il y a toujours eu un jobard, tous les 10 ans, grosso modo, qui s'est dit « Je vais rééditer ce texte, et ça va être un émerveillement pour tout le monde. » Personne ne le voit, et 10 ans plus tard, un éditeur arrive. Et donc, il y avait comme ça, grosso modo, 8 éditions différentes du Surmal. Mais quand je dis différentes, c'est vraiment différente. La première édition, elle est magnifique, avec une reliure en pleine peau. Enfin, voilà. Pendant la guerre, ça devait peut-être d'ailleurs être lié à l'époque, ils en avaient fait une édition pornographique, parce que le Surmal est quand même aussi une histoire de partous, donc ils en avaient fait une édition illustrée avec, on était dans des harems quasiment, c'est assez étonnant au niveau des illustrations. Et puis on est allé jusqu'aux éditions très intellectuelles, c'est POL dans les années 80 qui avait à l'époque une collection de poches dont l'idée était de reprendre des grands classiques de la littérature préfacés par des auteurs contemporains. C'était Prigent, je crois, qui avait fait la préface. Et bien donc j'ai lu 8 fois le texte dans 8 maquettes différentes. Et en fait, j'ai pas lu 8 fois le texte, j'ai lu 8 textes différents. Et c'est presque... Dans le cas de l'autre, c'est très évident, parce que celui qui a fait une couverture, il n'a pas fait seulement la première et la quatrième, mais vous ouvrez, et il y a quelque chose qui explique ce qu'il y a dans le texte. Et pour expliquer ce qu'il y a dans le texte, il a choisi quelque chose qui correspondait à sa couverture. Mais alors, si vous ouvrez le livre, vous ne connaissez pas encore le livre, vous l'ouvrez, ben, c'est pas la même chose si vous ouvrez l'autre couverture. Voilà. Ça fait un livre qui apparaît pour la première fois à son lecteur de façon différente. Et à son auteur aussi ou... Ah ben oui, pour l'auteur, c'est très intéressant parce qu'ils ont choisi celui qui a choisi... dans le boîtier du crâne, il y a la cervelle. Peut-on la comparer au liquide vaisselle? Ça indique un texte qui est assez différent d'un autre. Voilà, ceci dit, il s'est passé la même chose pour les couves de Tokyo, parce que pour chaque couverture, il y a une phrase qui a été mise un peu en exergue. Donc, pour le désormais célèbre Toto, l'artiste a été très frappé aussi par cette fonction autorise le bec à osciller arrière et avant, procurant maximum l'avant-action. Le temps, et je suis très content de ce passage, il y avait une aiguille, mais ce n'est pas elle qui bougeait, elle restait fixe et le cercle le tournait. Et là, tout de suite, vous êtes dans une autre ambiance. La coccinelle du regard, en entrant, elle a cherché une place libre pour se poser. J'étais là,
et hop. Et les jardins, c'est la plus douce. Je referme mon carnet. Tiens, ferme mon parapluie devant moi, car n'est-ce pas, il pleut. Voilà. Oui, ça- Et vous ne pouvez pas penser, après avoir lu ça, que vous allez rentrer dans le texte de la même manière. C'est évident. Voilà. Et ça, c'est la terreur aussi quand même pour un éditeur. Quand vous publiez une œuvre, vous savez que vous pouvez complètement la détruire si vous ne faites pas attention à l'adéquation de sa forme avec son contenu. Il peut y avoir des textes merveilleux comme ça qui vont être détruits simplement par inattention.